Bonjour Léa, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier podcast, ce premier épisode. Comment Merci à tu vas? toi. Merci Bérénice de m'avoir. J'adore inaugurer les nouveaux projets, les nouveaux podcasts. Donc, allons-y. Merci. Génial. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Léa, 3 ans aujourd'hui. Je suis en France après avoir voyagé dans le monde. Euh, et si je peux décrire qui je suis aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui est en quête de vérité et de sagesse et qui retransmet ce qu'elle expérimente, intègre et comprend de la vie aux personnes qui sont prêtes à recevoir. On peut appeler ça un guide de vie spirituel, ce que vous voulez appeler, ce que vous voulez, les mots que vous voulez mettre dessus, mais voilà, une personne en quête de vérité et d'amour de soi, de profondeur et aussi de libération. Ah, c'est une magnifique présentation, très Merci. originale et pure. Ouais, j'aime pas trop mettre des cases sur qui on est. Enfin, ce qu'on fait, ça définit et ça décrit aussi, mais je pense qu'on a tout de suite tendance à dire je suis cette personne parce que je fais ça, et en fait, pas nécessairement. Même si ça se recoupe dans nos domaines de la spiritualité. Mais je pense que c'est important de définir un petit peu notre trajectoire de vie personnelle et intérieure. Donc, euh, donc voilà. Absolument. Et en parlant de ne pas se mettre dans des cases, je voudrais juste te demander quel est ton signe astrologique et si tu connais ton ascendant et ton signe lunaire. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai mon soleil en Lion, lune et ascendant en Vierge. Et pour avoir travaillé avec certains astrologues comme toi, par exemple, mes nœuds lunaires aussi, que j'ai beaucoup approfondi, et grâce à toi et grâce à des recherches que j'ai fait il y a quelques années, donc nœud sud en Lion et nœud nord en Verseau. D'accord. Et comment tu te sens justement, toi, par rapport à l'astrologie et les cases dans lesquelles on peut mettre les gens par rapport à ça, par rapport à l'astrologie, mais aussi par rapport à d'autres cases et d'autres pratiques spirituelles qu'on connaît? Ouais, c'est vrai que j'aime pas qu'on me dise qui je suis, j'aime bien le découvrir par moi-même. Néanmoins, je pense qu'à certains moments de notre vie, on a besoin de guidance et d'invitation. Donc, je pense que tous ces outils d'astrologie, de design humain, par exemple, même d'astrologie maya, moi je travaille avec une femme qui fait les lectures de synchronomètres, etc. Les informations se recoupent. Donc, pour moi, la vérité, c'est la vérité. La vérité de notre être, c'est la vérité. Donc, qu'on utilise l'astro, le design humain ou d'autres outils, on va retrouver les mêmes informations. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'on en fait, comment on les applique. Mais moi, j'ai commencé mon chemin spirituel il y a très, très longtemps, hein. Depuis que je suis petite, je suis en quête de vérité et de découverte et d'exploration. Néanmoins, il y a quelques années, j'avais ouvert mes notes sur mon téléphone et j'avais fait une liste de tout ce que je pouvais récupérer sur moi. J'avais mon signe astro, j'avais mon groupe sanguin, j'avais mon signe aztèque, j'avais noté toutes les sources d'informations, j'avais fait des tests, je ne sais plus, les tests d'énéagramme, etc. Et j'avais fait une liste de tout ça pour apprendre à me connaître. Aujourd'hui, j'utilise plus ça, mais ça m'a beaucoup aidé à l'époque pour me découvrir en tout cas. Ah, j'imagine. En plus, le côté vierge de ton thème natal aime bien être organisé avec ça. Je suis la pro des listes, je suis la pro des listes. J'adore lister les choses, donc voilà. Et est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil à ceux qui nous écoutent pour comment ne pas se mettre dans des cases quand on commence à découvrir toutes ces pratiques-là, ne pas trop s'identifier peut-être à un signe astrologique ou des choses comme ça qui viennent de l'extérieur? Mm. Alors, je dirais que c'est vraiment notre approche des choses, les voir comme des formes de guidance et d'invitation. Moi, j'aime bien utiliser le mot invitation. Je suis tombée dans ces dérives il y a une dizaine d'années avec des personnes qui me disaient mon avenir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, telle personne, c'est la bonne personne, tu es comme ci, tu es comme ça. Et ça a conditionné un petit peu mon esprit à vivre cette réalité. Et je me suis cassé la gueule, en fait. Donc, depuis sur là, je me suis dit que et avec mon background dans le bouddhisme, hein, puisque j'enseigne la pleine conscience bouddhiste, euh, l'idée est qu'on est vraiment son propre sauveur. Et donc, on doit reprendre notre pouvoir, se responsabiliser, activer, utiliser des outils. Néanmoins, ce qui compte le plus, c'est sa propre expérience, sa propre expérimentation des choses dans la matière. On est venu ici pour s'incarner dans la matière,
être humain et humaine, et comme toi tu le dis aussi, spiritualité qui n'est pas perchée. On est là pour prendre des informations, bien sûr, on lit les astres, on voyage dans le cosmos, on a des connexions interstellaires, intergalactiques peut-être, et avec l'invisible. Néanmoins, on est ici les maîtres de la matière, et donc c'est à nous d'expérimenter dans le corps, dans les ressentis, dans les intuitions. Est-ce que ça fait du sens comme petit tips pour aider? Absolument, absolument. Et justement, pour éviter d'être trop perché et d'être trop dans son mental, est-ce que tu peux nous partager des pratiques que toi, tu as au quotidien et qui t'aident à rester ancré malgré le fait que bah, tu aies des pratiques spirituelles au quotidien et que voilà, tu sois quand même connecté? Oui, alors je dis toujours qu'on est des ponts entre l'humain et le divin. Et j'avais rencontré une personne très très inspirante au Mexique l'année dernière qui m'avait dit que pour brancher une prise, il faut deux côtés, il faut le négatif et le positif, donc il faut les deux embouts. J'ai plus le langage exact, mais il m'a dit que globalement, si je voulais aller en hauteur au niveau de la couronne et du divin, il fallait que que je m'enracine, pardon, et que mes pieds soient connectés à la terre et que je sois ancrée à mon corps. Donc, j'utilise énormément la pleine conscience parce que pour savoir si je suis perchée, il faut que j'ai cet entraînement de savoir quand je le suis, quand c'est en train d'arriver. On parle de la désillusion dans le bouddhisme quand on est complètement perdu dans les pensées ou un peu sur la lune. Et ça, c'est un peu dangereux. Donc, comment je fais? Je m'entraîne à revenir à moi et à revenir à un objet d'ancrage qui est pour moi ma respiration, qui est toujours là, constamment active. Ça peut être le cœur qui bat, ça peut aussi être les mouvements du corps, ça peut être le contact de nos pieds sur la terre. Donc, je vais utiliser le corps pour me ramener à moi et la pratique de la pleine conscience pour m'entraîner à revenir en conscience le plus souvent possible. Et je suis en conscience quand j'ai compris que j'étais pas en conscience pendant quelques instants. Donc voilà, s'entraîner à savoir. Dans le bouddhisme, on utilise le mot savoir ou connaissance plutôt que le faire. Et savoir que c'est en train d'arriver, que je suis un peu en train de me percher, que j'ai plus trop les pieds sur terre et revenir à mon corps, à mon encre. Super intéressant. Et est-ce que tu saurais décrire lorsque justement tu ressens que tu es trop perché, que tu es dans ton mental, que t'es parti? Ouais, et ben écoute, c'est simple, je vais d'un point A à un point B sans m'en rendre compte. À un moment, je me réveille, je suis sur le canapé, alors que la dernière fois que j'ai été éveillée à moi-même, j'étais dans une autre pièce en train de faire autre chose. Et c'est vraiment ces moments d'éveil où tu te dis, ah ouais, entre les deux, il y a quand même, il s'est passé plein de choses. Est-ce que je me suis brossé les dents? Est-ce que j'ai pris mes clés? Ben là, j'étais un petit peu trop dans mon monde intérieur, enfin dans le monde de l'esprit, et donc j'étais complètement pas en conscience de ce que je suis en train de faire. Et donc, ça m'arrive, hein, mais je m'entraîne justement par la méditation et la pratique à me rendre compte que c'est en train d'arriver. Par contre, quand j'ai envie ou besoin d'être perché, entre guillemets, ou d'être connecté au divin, je vais créer des contenants, c'est-à-dire que je vais m'installer, je vais me dire, là, je vais monter. Là, je vais aller plus haut, je vais aller connecter à d'autres choses. Par contre, je reviens ensuite dans la matière, dans mon corps, et je ne vis pas pour l'invisible, je cohabite avec l'invisible. Ça fait partie de moi, de ma vie. Néanmoins, encore une fois, on est dans la matière, on est incarné pour vivre dans la matière. Absolument. Et justement, c'est le sujet de ce podcast Maison 8, de le moment où on s'ouvre à l'inexplicable et aux sensations. Est-ce que tu peux peut-être nous partager ce que tu vis au quotidien qui sont de l'ordre de l'extraordinaire peut-être et que voilà, peut-être les gens qui nous écoutent ne savent pas du tout de quoi on parle, peut-être voilà, le partager. Oui, absolument. Alors, mon avancée spirituelle, on va dire que mon cheminement s'est accéléré en 2013. Et j'étais à New York et j'ai rencontré Amma. Je ne sais pas si les personnes connaissent, on pourra mettre un lien. C'est une femme gourou spirituelle indienne qui parcourt le monde pour transférer son énergie au travers de câlins. Elle canalise l'énergie de Shiva. Et donc, en la rencontrant la première fois et en recevant le darshan, donc son câlin et un mantra de sa part, j'ai déjà commencé à ressentir certaines choses. Je ressentais une forme de joie et de puissance intérieure qui était inexplicable. Ensuite, quand le Reiki m'a trouvée, ça a été assez magique parce que j'étais en pleine rupture amoureuse et donc au bout du rouleau et j'ai demandé à la vie, encore une fois, des outils pour m'aider à me guérir, à traverser
la colère, la frustration, la souffrance. Et la même semaine, 3 personnes ont mentionné le Reiki alors que j'en avais jamais entendu parler. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose quand ça revient, quand ça nous réinvite. Il y a quelque chose à faire. Très rapidement, j'ai trouvé ma mentor et enseignante qui m'a formée au premier niveau. Et suite à cette formation du premier niveau, j'ai ressenti vraiment pour la première fois mon chakra du cœur. Donc, j'ai ressenti les fourmillements dans la zone du cœur. J'ai Mmh. ressenti comme une activation de vibration, de chaleur, comme si on me chatouillait le cœur, en fait. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais toujours très connectée au divin, aux signes, aux anges depuis petite, remercier le ciel, beaucoup de synchronicité, très ouverte à l'invisible parce que Mmh. ce qui se passait dans le visible me plaisait pas toujours et j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de plus grand. Donc vraiment cette ouverture et puis voilà, petit à petit, il y a eu des connexions avec des entités pendant la nuit, des entités négatives, des entités lumineuses qui venaient me rendre visite pendant la nuit. Donc au début, ça me faisait peur parce que j'avais 20 ans, c'était il y a 13 ans à peu près. Donc ça me Ouais. suivait un petit peu. Je travaillais avec des guérisseurs pour me faire retirer des entités, etc. parce que j'étais une éponge. Aujourd'hui, comment ça se traduit? Je peux ressentir vraiment tous mes chakras. Et je sais que ça peut paraître bête et simple, mais non, en fait, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse ressentir absolument tous ces chakras et avec son intention, les réouvrir et les réactiver. C'est le travail que je fais pendant le Reiki. Après, dans le plus perché, je voyage sur des planètes très très loin, je rencontre des géants de lumière. Il y a beaucoup d'animaux qui me rendent visite. Il y a la connexion à Gaïa, Mère Nature, qui est là pendant le Reiki aussi. Euh, voilà, je ne vois pas avec mes yeux. J'ai de la clairvoyance et de la claircognisance intérieure qui est ce savoir en fait. Et donc, Mmh. voilà, certaines choses, la première fois que je pratiquais le Reiki, toute jeune, toute nouvelle dans la sphère, je fais le Reiki à une jeune femme et puis je vois une sirène. Et j'avais assez honte de lui dire, écoute, je vois une sirène. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et elle me dit, écoute Léa, c'est fou parce que c'est un peu mon symbole. J'en ai dessiné une aujourd'hui. Pour moi, c'est un signe. À chaque fois que je vois une sirène, je suis sur la bonne voie. Et là, je me suis dit, OK, j'arrive à capter des choses que je ne connais pas la personne, mais je vais retrouver des parties qui la correspondent. Donc voilà, plein de choses comme ça. Après, moi, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est encore une fois, c'est cool, mais c'est pas ça qui fait que dans mon quotidien, je peux me sentir mieux avec moi-même. Mmh. C'est un mode de vie, c'est encore une fois une forme de connexion qu'on on a tous cette capacité à avoir. Mais faut vraiment faire ce pont entre l'humain et le divin et se rappeler qu'on est là, encore une fois, incarné pour expérimenter dans nos ressentis et dans notre corps. Mmh. Bah, oui, parce que être en connexion comme ça, sans comprendre les messages et ensuite, bah, avoir des actions dans notre quotidien qui nous aident vraiment, Bien bah, ça sûr. sert à rien. Il y a une citation qui dit après l'illumination, on ira toujours chercher de l'eau ou un autre livre, je ne sais plus exactement, désolée pour les références pas concrètes. La Vierge en moi qui se dit non, non, c'est pas exact. Après l'extase de Jake Cornfield, je crois, un ancien moine bouddhiste, après l'extase, faire la lessive. C'est-à-dire qu'on peut être illuminé, très connecté, il faut quand même toujours aller cuisiner. Faire sa lessive, prendre soin de son corps, etc. Donc, ça ne nous donne pas un niveau supérieur, entre guillemets. Ça nous donne bien sûr une avancée de compréhension de nous-mêmes. Néanmoins, on a toujours ces activités à faire, on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, on a des risques aussi à prendre. Et c'est important de ne pas juste se dire oh, ben, je vais attendre le signe, je vais attendre que mon guide fasse ça pour moi. Ça, c'est de la victimisation et une autre forme d'esclavagisme, en fait, qui est celle du spirituel et de l'ego aussi spirituel. C'est à nous de prendre nos décisions en conscience. On a le libre arbitre qui est important pour nous et c'est à nous de décider. On a l'assistance divine, mais elle s'active, comme je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Elle s'active quand on décide de s'activer soi-même. Et ça, encore une fois, c'est sa propre responsabilité. Absolument. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est très, saturnien ce que tu viens de dire, puisque Saturne, c'est la planète de la responsabilité individuelle, et de l'intégrité.
Et Ok. justement, je sais que toi, tu es quelqu'un de très responsable, qui te victimise pas, qui prend action Mhm. et d'authentique. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur, l'authenticité, selon toi, qu'est-ce que c'est exactement l'authenticité? Hmm. Pour moi, c'est être en accord avec soi-même. C'est vraiment aligner son cœur, sa conscience et son corps et agir en accord et en harmonie avec tout ça. Que notre authenticité soit bien ou mal reçue par l'extérieur. C'est-à-dire que je peux avoir la sensation d'être authentique, mais la personne en face de moi va me dire, mais non, elle est superficielle. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on ressent à notre sujet et à quel point est-ce qu'on peut être en connexion avec notre cœur, notre vérité, notre âme et agir en conséquence, incarner cette forme-là. Et aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup sur le somatique, sur à quel point le corps a, à engendrer et à conserver des anciens traumas, des anciennes habitudes. Et on se rend compte que quand on est enfant, on est connecté à notre moi authentique, à notre vérité. On a des rêves, on a des potentiels, on a des envies. Néanmoins, pour se sentir aimé et en sécurité, on va créer des conditions, on va créer une forme de personnalité et d'identité qui ne nous ressemble parfois plus et qui nous éloigne de notre propre authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un appel et beaucoup de gens ont ce besoin de revenir à cette authenticité euh, qui est donc pour moi un accord avec soi-même, un équilibre avec soi-même, et c'est quelque chose qui se nourrit, qui se cultive et qui se travaille au quotidien. Parfois, on peut manipuler sans en être conscient, parce que je pense qu'on est tous en quête d'être vu, d'être apprécié tout de même, d'être aimé, et donc il y a une certaine forme de manipulation qui se met en place. Euh, Là où c'est bien, c'est quand on a cette conscience qu'on est en train de le faire et qu'on peut revenir à notre authenticité. C'est dangereux si on n'a pas la conscience qu'on est soit dans la manipulation, soit dans l'authenticité, et qu'on ne sait pas un petit peu faire ce discernement. Donc voilà, ça te parle, ça, cette réponse d'accord et d'harmonie avec Absolument. soi-même? Ouais. Mhm. Ouais, et dans ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que c'est en connectant à qui on était enfant, à notre âme d'enfant, Mhm. qu'on vit une vie harmonieuse et qu'on connecte à cette authenticité. Ouais, Et pour toi, absolument. c'est important de connecter à son enfant intérieur, justement. Oui, tout à fait. Et je fais toujours le parallèle. Parfois, je mets des photos de moi enfant et de moi aujourd'hui. Les passions sont les mêmes. C'est vraiment les mêmes choses de manière adulte. Après, j'ai eu la chance d'avoir eu un cadre d'enfance où on m'a quand même laissé être passionnée. On m'a laissé dans ma bulle. Moi, je suis enfant unique. Donc, j'étais très solitaire, très dans ma bulle. Et pour meilleurs amis, j'avais des dauphins, j'avais des gadgets, j'avais de la musique. Enfin voilà, je devais trouver mes refuges et mes amis ailleurs. Donc Mhm. voilà, j'ai été très connectée à ça. Il se peut que parfois on ait oublié aussi qui on était quand on était enfant parce qu'il y a eu trop de traumatismes, trop d'interférences en fait. Donc le chemin est beaucoup plus facile, mais je pense qu'on peut se poser la question de quelles sont les choses que je fais naturellement sans avoir besoin d'être payée, d'être récompensée, quelles sont les choses que je fais avec le cœur ou quand les personnes viennent me demander conseil ou viennent me demander mon avis, quels sont les sujets qu'elles évoquent, par exemple, si on a du mal à vraiment sortir de soi-même. Néanmoins, pour être authentique, je pense que notre authenticité, elle est toujours là. C'est comme notre paix intérieure, notre conscience. C'est pas quelque chose qui se crée, qui se réinvente ou qui s'ajoute. C'est quelque chose qui est profondément là. Et notre travail, c'est de supprimer tout ce qui se met en travers de ça, en fait. Et de prendre conscience de, ah non, ça, c'est pas moi. Donc, je retire petit à petit. Hmm. Et justement, lorsque tu étais enfant, quelles étaient tes passions? Ouais. Qu'est-ce que tu Alors, faisais naturellement? naturellement, j'écrivais tous les jours. Et aujourd'hui, j'écris toujours. J'écris d'ailleurs un livre. Donc super, super Waouh. connectée. Je tirais beaucoup les cartes des anges aussi. C'est quelque chose qui a toujours été là. J'allais dans des églises prier. Je marchais dans la rue et je parlais au ciel et aux anges. Donc ça a toujours été là. J'étais très studieuse. Donc les matières qui me plaisaient le plus, c'était les maths, la philo et l'anglais. Et il y a quelque chose dans la spiritualité pour moi qui est connecté aux mathématiques. Si on parle de vibration, si on regarde les pyramides, les maths sont très reliées à la spiritualité et j'ai toujours été fascinée par nos capacités à calculer, à poser des problèmes et trouver des solutions. Euh, donc ça, je faisais ça naturellement. Et après, il y avait un aspect plus nature, connexion à la nature. Et c'est drôle parce que j'étais passionnée de dauphins et de baleines.
Donc, j'avais des livres de Mhm. dauphins, mes draps de lit, c'était des dauphins. Et j'ai connecté justement il y a quelques années à je pense, ma planète originelle qui est Sirius. Peut-être que vous l'utilisez en astrologie. Je ne sais pas si c'est une planète. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais moi, je l'utilise pas du tout. Ok, Mes connaissances d'astrologie restent ce qu'elles sont aujourd'hui. ok, Peut-être, très bien. voilà, plus tard. Néanmoins, alors Sirius, je me suis rendu compte qu'il y a Sirius A, Sirius B, et sur l'une des deux, c'est une planète faite d'eau et peuplée de dauphins et de baleines. Et donc, j'ai toujours Le su que j'avais rêve. une connexion avec cette planète. Et étant petite, je savais déjà parce que moi, je suis dingue des cétacés, de ces animaux. Je voulais devenir scientifique, spécialisée, etc. Donc voilà, une personne très passionnée. Aujourd'hui, je le suis toujours. Dès que j'aime quelque chose, peut-être le lion aussi, j'y vais à fond et c'est quelque chose qui devient vraiment mon focus en fait. Donc la Oui. danse aussi, la dernière chose, c'est la danse. C'était mon sport principal et c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi aujourd'hui. Je trouve ça très drôle et j'ai envie de te partager ça. C'est que Ouais. ce matin, avant notre podcast, j'ai vu à la télé une interview de Jean Dujardin qui va faire le nouveau film, ça s'appelle Les Gardiennes de la planète et Je l'ai justement, ça vu. parle de baleines. Ah, J'ai tu vu l'as vu? En fait, non, j'ai vu il y avait l'avant-première dans la ville où je suis le week-end dernier. Génial. Malheureusement, j'ai pas de voiture, j'ai pas pu aller le voir, mais j'ai vu l'affiche et je me suis dit, je veux absolument aller voir ce documentaire, Les Gardiennes de la Terre ou de la planète, comme tu dis. Ouais, C'est sur les quelque chose baleines. comme ça. Mhm. Donc, j'ai vu ça juste avant de te rencontrer et j'étais avec ma mère et elle a pris un rendez-vous pour prendre un cours de danse. C'est trop drôle. Mais tu sais que toi et moi, à chaque fois, faut se le dire, dès que l'une partage quelque chose, l'autre est en train de le vivre. Enfin, il y a vraiment une connexion entre nous qui est super. J'appelle ça le super naturel. Donc ouais, Oui, c'est fou. c'est vraiment incroyable. Justement, tu parlais de synchronicité tout à l'heure. Bah là, c'en est une absolument parfaite, je trouve. Enfin, c'est vraiment drôle. À chaque fois, ça me fait beaucoup rire, ça me fait beaucoup sourire. Ouais. Euh, D'ailleurs, est-ce que toi, je pense à l'humour en fait, est-ce que toi, ta relation avec bah, ton équipe lumineuse, avec tes guides, est-ce que justement, tu dirais que tu entretiens une relation légère comme ça, avec beaucoup de joie et de rire, ou pas? Ouais, alors parfois je m'énerve contre eux. Parfois comment on dit, tape du poing sur la table. Et bien souvent, quand je le fais, quand je leur dis c'est bon, ça suffit, j'ai compris la leçon, maintenant vous arrêtez, et ben je débloque une situation. En fait, euh, j'ai c'est- j'ai la sensation que c'est moi le maître et que eux, ils sont vraiment mon assistance et pas qu'il y ait une relation de hiérarchie. Néanmoins, ils sont là Mhm, pour m'assister, pour m'aider, pour me guider. Donc, en fait, c'est leur mission de vie que de répondre à mes besoins et de m'aider. Donc, j'ai pris ce pouvoir aussi, cette responsabilité de leur donner, de leur confier des choses à faire. Alors, parfois, ça ne plaît pas à mon esprit. Donc l'esprit va pas être content. Et donc, voilà, je vais pas les gronder ou m'en prendre à eux. Néanmoins, je vais leur dire, là, ça ne va pas, ça ne me convient pas, on va réorganiser les choses. Mais très souvent, je leur dis merci, je connecte à eux tous les jours au travers des oracles et des cartes notamment. Mais oui, non, c'est très léger. En fait, c'est-à-dire que je vois plein de gens qui veulent avoir tu sais, ces capacités un peu intuitives, super naturelles, qui aimeraient vraiment avoir ça. Et en fait, c'est pas grave si on les a pas encore développées. Déjà, on peut les développer. Et en plus, mhm, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou pas que les autres en spiritualité, qu'on est plus avancé ou pas. Moi, je ne prends pas ça comme un gage que je suis plus avancée spirituellement, mais juste vraiment une assistance dont on dispose tous, en fait. Et parfois, il y a des guides, par exemple Mère Teresa, qui me vient beaucoup et qui vient auprès des personnes. Là, je regarde un livre, c'est le livre de Mère Teresa, tu vois. Mon regard, mon regard se pose sur ce livre et c'est le livre de Mère Teresa que je viens d'appeler. Donc, en fait, ça se trouve, son énergie est là. Et je vais parler à plusieurs personnes et on va me parler de Mère Teresa, c'est-à-dire que j'ai l'impression, parfois, les maîtres ascensionnés, comme je vais dire, ils rassemblent certaines personnes autour d'eux et ils vont faire que dans la matière, on va se rassembler aussi pour travailler sur un sujet commun. Donc voilà, mais c'est toujours là, ça peut être vu sur un livre, sur une personne qui parle d'un guide, etc. Il faut vraiment juste s'ouvrir mhm. et demander à la vie, ben, montrez-moi en fait. Et toutes les personnes qui nous écoutent peuvent juste dire, ben, s'il y a un guide qui est là pour moi aujourd'hui,
s'il y a un ange, est-ce que vous pouvez vous montrer à moi au travers d'un signe, d'un symbole, d'un mot, de quelque chose? Et la réponse, elle arrive toujours. Et parfois, je joue aussi avec eux. Si j'ai une question à poser pour laquelle j'ai besoin d'une réponse, on travaille en oui et non en général, comme avec un pendule. Donc, je leur dis, si c'est un oui, montrez-moi une rose rouge. Si c'est un non, montrez-moi un serpent. Et bien souvent, la dernière fois que j'avais fait ça, j'étais sur une plage et 1 heure après, il y avait une femme en face de moi qui avait un serpent tatoué sur son dos. Et là, je me suis dit, bon, ok, Ah, c'est ça me bon. donne des frissons. Et donc, je joue à ça. Et il y a aussi un outil que je transmets à Mm. mes étudiantes qui est d'utiliser son corps comme un pendule, en fait. Et on se met juste debout, les bras et jambes décroisés, les mains, les paumes ouvertes. Et on demande un oui à notre corps. Bien souvent, il va pencher en avant. On demande un non. Bien souvent, il va pencher en arrière. Après, chacun, faut connaître un petit peu le mécanisme du corps. Et on peut poser des questions et le corps va nous répondre, en fait, comme un pendule. Ah, Donc c'est incroyable. c'est des petits jeux, enfin, c'est des petites choses simples. Il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire d'aller sur Sirius ou de voir des entités, etc. Ce qui compte, c'est d'être en harmonie avec soi-même et authentique et de savoir se responsabiliser, se guider, prendre ses décisions, s'aligner à ses rêves, vivre, créer sa propre case et s'épanouir dans sa case, en fait. Absolument. Et justement, je pense que on peut avoir, j'ai le mot en anglais qui vient, misconception. Oui, une mauvaise Une conception, mauvaise, une incompréhension. oui, une mauvaise compréhension de ce qu'est la connexion au divin et même à la médiumnité, à un canal qui est ouvert. C'est pas forcément voir des fantômes la nuit sur son lit. Mhm, Ça peut être des choses aussi simples que utiliser son corps comme un pendule, mhm. que commencer tout simplement avec des petites pratiques comme tu viens de les décrire. Exactement, s'offrir un jeu d'oracle et travailler avec. Il n'y a pas aussi besoin d'en faire son métier ou toute son activité tout de suite. Enfin, moi, je sais que c'est... J'ai jamais cherché à être qui je suis. Maintenant, je sais que quand j'étais petite, j'étais fascinée par les femmes qui savaient, qui avaient cette connexion au divin Mm. et j'étais toujours admirative de ces femmes-là, mais j'ai jamais cherché à devenir ou à forcer à me former. Je pense que toi, c'est pareil avec l'astrologie, ça t'a trouvé, ça t'a invité, encore une fois, et après, tu te laisses aller parce que la Terre en a besoin. On a besoin des êtres de lumière et des personnes incarnées dans leur mission de vie. Maintenant, si notre mission de vie, c'est comme dans Le guerrier pacifique, un livre que j'adore de Dan Millman, Socrate, qui est le maître spirituel le plus évolué, il travaille dans une station essence. Mm. Et je travaille aussi avec mon mentor qui est moine bouddhiste. Sa femme, il me dit que c'est l'une des femmes les plus spirituelles et elle est serveuse dans un restaurant. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est notre connexion individuelle au divin et pas nécessairement prouver quelque chose, s'habiller d'une certaine manière pour prouver que ou autre, mais avancer progressivement, écouter les signes, appliquer, mettre en application et là, ça va évoluer. Là, ça va nous faire grandir. Mais c'est vraiment cette confiance en l'invisible tout en restant ancré à la matière. C'est vraiment un équilibre entre les deux. J'adore ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a des personnes que tu connais enfin, que tu connaisses qui sont très spirituelles et qui ont des métiers tout simples. Alors que on pourrait penser, surtout si on va, je sais pas, à Tulum, j'y suis jamais allée, ou à Moi, Bali, j'y par suis allée. exemple. J'aime pas du tout Tulum. Je déteste. Et tu vois, il y a beaucoup de ces personnes qui font du faux spirituel, j'ai envie de Vraiment. dire, qui s'habillent de blanc et qui ont l'air spirituels. Mhm. Et je trouve ça très intéressant que justement ces personnes-là fassent des métiers tout simples comme serveur, travailler dans une station essence et mettre leur ego et leur envie de briller de côté et juste être humble. Oui, Et c'est ça. ça manque. Ça manque, je pense on est tous des êtres spirituels et pour moi, l'acte le plus spirituel, c'est d'aller lire un livre sous un arbre en fait. C'est pas de porter des plumes partout, de mettre un turban sur la tête et de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est peut-être pas en plus parce que moi, je connais des personnes les plus spirituelles possibles. Ça ne se voit pas dans leurs vêtements déjà. Elles ne vont pas en parler. La première fois que tu vas les rencontrer, moi, je ne parle pas du tout de ce que je fais. Je ne dis rien. Si la personne est vraiment intéressée, on va aller creuser. Néanmoins, c'est pas quelque chose dont je mets, enfin, c'est pas quelque chose que je mets au premier plan. Pour autant, c'est l'essence Hmm. de ma vie. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés et faits pour ça, pour prendre une position de guide, de leader,
Mais aujourd'hui, tout le monde, parce que c'est tendance, enfin pas tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin de le faire et on va voir que ça ne va pas nécessairement durer dans le temps. Néanmoins, on peut aider les gens, aider notre famille, aider nos proches. Enfin, être spirituel, c'est aussi avoir ces conversations inconfortables avec nos proches, avec notre famille, avec nos amis. Voilà, il y a une forme de fuite un peu spirituelle et une misconception, comme tu dis, de la spiritualité qui est quelque chose qui n'est pas approuvé puisque c'est déjà là en fait. Donc, Hmm. donc voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que faut rester simple, faut rester humble, faut rester authentique. Et ce qui doit nous trouver, je crois aussi au destin. Je crois qu'il y a différentes manières de marcher son chemin et sa destinée, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est encodé dans notre âme et qui peut être accompli dans cette vie. Et on a le choix avec le libre arbitre de l'accomplir ou pas. Néanmoins, je crois qu'il y a un destin et moi, j'ai compris mon destin, je m'aligne à ce destin et donc il n'y a pas besoin de le prouver puisque c'est ce que c'est en fait, c'est la vérité. Ouais, je vois. Mm. Et justement, est-ce que ce destin, tu le définirais comme ta mission de vie ou pas? Que tu disais tout à l'heure, tu parlais de mission de vie. Alors oui, ouais, pour moi, me concernant, oui, parce que ce que je suis et ce que je fais, c'est la même chose aujourd'hui. C'est vraiment interconnecté. Euh, Néanmoins, je pense qu'on n'est pas... La mission de vie, c'est pas nécessairement notre travail, notre activité principale. Il y a un destin, peut-être le destin de certaines personnes, c'est d'être parent d'une grande famille. Parfois, le destin, c'est de monter une boîte comme Apple. Parfois, le destin, c'est de devenir grand guide spirituel et d'inspirer plein de gens. Parfois, le destin, c'est d'être écrivain. Et c'est des choses qui sont là depuis l'enfance pour moi. C'est cette trajectoire. Hmm. Maintenant, on en fait son métier ou sa source de revenus principale, pas nécessairement. On peut, mais on peut aussi ne pas le faire. Mais je pense que c'est une invitation qui coule de source en fait. Et pour moi, il y a pas trop de choix, pas trop d'options. On se fait plus mal si on n'écoute pas ces invitations de la vie. Je pense on peut aller très très mal si on se déconnecte de ça. Mais voilà, je sais que, et dans l'astrologie, c'est pour ça que j'aime les nœuds sud et nord, parce qu'il y a une forme de trajectoire. Moi, je suis quelqu'un de je suis très disciplinée, j'ai besoin d'être tirée et d'aller de l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime pas trop retourner trop dans le passé. Je pense qu'on est là pour Hmm. avancer. Et ce que j'aime dans l'astrologie et les nœuds, c'est qu'il y a vraiment, on part de ce point-là et on est invité dans notre chemin, dans notre destin, à aller vers ça. Et moi, je le ressens énormément, l'invitation du Verseau, de l'humanitaire, alors que le lion est assez égoïste et aime briller. Et je sens que je progresse bien, en fait, vers mon nœud nord, qui est plus dans l'humilité. Enfin, tu sais mieux à propos du Verseau que moi, mais je crois que c'est beaucoup d'humanitaire, beaucoup de partage, de communauté, etc. Oui, absolument. Le Verseau, il pense aux idées qui va aider l'humanité dans sa globalité. Il a un esprit très communautaire, avant-gardiste, qui tire vers le haut Ouais. l'humanité. Alors que le lion, il a besoin de se concentrer sur sa puissance créatrice, Mhm. sur oser briller, justement. Alors, dans ses mauvais côtés, peut donner quelqu'un d'arrogant et d'autocentré. Mhm. Mhm. Absolument. Et justement, je pense que le nœud sud et le nœud nord, on peut y penser de cette manière. C'est que le nœud sud, on peut avoir tendance à être dans les mauvais côtés Mhm. de l'énergie de notre nœud sud. Et le nœud nord, on est invité à aller vers les côtés positifs, Mhm. lumineux. Et que c'est pas, si tu as par exemple ton nœud nord en lion et ton nœud sud en verso, donc l'inverse de toi, ça Ouais. sera pas justement le parfait opposé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ok, ok. Mais super intéressant. Mais Ouais. voilà, je prends la destinée, je crois, en ces trois choses qui nous impactent au quotidien. Le karma, le libre arbitre, donc notre pouvoir de décision dans le moment présent, et la destinée. Donc karma, ce serait le nœud sud, le passé un petit peu, Oui. ce qu'on se traîne. Le moment présent, le libre arbitre, et le futur, le destin. Et je pense que c'est trouver un équilibre entre les trois et être à l'écoute de ah, là, je suis en train de payer une dette karmique. Parce que parfois, on veut manifester des choses, on sait qu'on mérite certaines choses, mais on va s'attirer une merde dans la tronche, on va s'attirer quelque chose de douloureux. Euh, mais c'est normal parce qu'on a des dettes karmiques aussi à régler.
Donc, il y a plein de choses qui entrent en compte. J'imagine qu'il y en a plus que ces trois aspects-là, mais moi, j'ai identifié donc, dans mon esprit un peu de scientifique spirituel qu'est-ce qui nous impacte au quotidien. Et il y a pour moi, en tout cas, ces Mhm. trois aspects-là qui sont là et ça se rejoint dans l'astrologie, je trouve. Absolument. Et est-ce que tu disais par rapport pardon, à notre libre arbitre, comment toi, pour, on va dire, être maître de son moment présent, du quotidien, comment tu ferais ou quels sont tes conseils pour connecter à notre authenticité, peut-être à notre intuition et se défaire de notre ego, de notre mental qui veut nous maintenir dans une zone de confort connue? Mm. Et je vais revenir à ce point central qui est vraiment la présence à soi, la pleine conscience dans le moment présent. Euh, la pleine conscience, la mindfulness, comme on dit dans le bouddhisme que j'étudie, euh, c'est un moment de présence à soi, un moment de lucidité, un moment d'éveil. Euh, Comme on disait tout à l'heure, on peut être complètement absent. Et j'ai un exemple, une fois au Mexique, pareil, je marchais sur la plage. Donc j'aurais pu être connectée à tous mes sens. J'avais un podcast dans les oreilles. Il faisait chaud, il y avait la mer, etc. Pour autant, j'étais complètement perdue dans mes pensées, donc dans le nuage. Et d'un coup, Mhm. boum, je me suis éveillée à moi. Et dans ce moment d'éveil, j'ai pu redécider, rediriger, discerner. J'ai pu être présente et donc maître de moi-même. Si on ne s'entraîne pas à être présent à nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas se connaître, on est victime de nous, de nos émotions. Maintenant, en présence, je ne dis pas que ça vient tout guérir, il y a quand même un travail de guérison à faire plus profond. Néanmoins, on peut mettre en lumière les parties d'ombre, et quand les parties d'ombre sont mises en lumière, elles ne sont pas très contentes. Néanmoins, on a le pouvoir de les adresser et de choisir, OK, il y a ça qui est là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler avec quelqu'un, je vais aller lire, je vais aller écrire, je vais aller faire du sport. Là, on peut adresser et on peut répondre et non pas réagir de manière inconsciente et impulsive à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça se cultive en deux aspects. En tout cas, dans ce que j'enseigne, la première, c'est de méditer en silence et de s'ancrer à sa respiration et de faire la nuance entre le corps qui respire et les pensées, par exemple. Une Mhm. émotion, c'est pareil, sa capacité de résistance dans le corps, c'est 90 secondes. Au-delà, l'émotion, elle est déjà partie. Soit on l'a emmagasinée, soit on l'a storée à l'intérieur, on l'a conservée, on l'a bloquée, soit on l'a laissée nous traverser, et dans ce cas-là, elle est partie. Il se peut que l'esprit soit encore en train de ruminer quelque chose qui n'est plus là. Encore une fois, si on est conscient de ça, on peut interrompre euh, et changer la donne, en fait. Donc, méditer et ensuite, au cours de la journée, s'entraîner à revenir à la présence, à soi. Par exemple, là, prendre conscience de notre corps qui est là, qui est en train d'écouter. Moi, je te regarde à la caméra, etc. Je suis en train de bouger et tout. Et là, je sais un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Je sens mon chakra du cœur qui est activé, mes pieds ils sont un petit peu pliés, donc je vais les remettre à plat pour être bien ancré. Tu vois, en fait, je peux faire les ajustements nécessaires. Donc, on va perdre l'équilibre, on va s'éloigner de l'authenticité, puis boum, présence à soi. Ok, c'est quoi mon authentique? C'est quoi mon besoin du moment? Mhm. Ça parle ça? Je n'ai pas de pilule Mm. miracle. Je suis pas. Oui. J'aime pas ce truc de dire ah, moi je vais te faire ça, ça va t'enlever tout ça. Je pense qu'on a notre pouvoir de revenir en présence et de décider dans ce moment-là. Et pour moi, le libre arbitre, il est dans la présence et dans le moment présent. Et justement, il n'y a pas de pilule magique Non. et peut-être s'il y a un message que les auditeurs peuvent vraiment enregistrer, c'est que ça demande de la dévotion et du travail quotidien. Mhm. Et Absolument. c'est en prenant action au quotidien, sur le long terme, qu'on commence à voir les effets positifs. Exactement, c'est un chemin, c'est un processus. On ne serait pas là, c'est une école de la vie en fait. Quand on va à l'école, on a plusieurs classes, on a plusieurs examens à passer, on a des diplômes, après on continue. S'il y avait ces pilules miracles ou vraiment ces choses-là, eh ben, on n'apprendrait pas de nous-mêmes. Et surtout, si on attend que quelqu'un vienne le faire pour nous, euh, ce sera jamais vraiment ancré. Moi, je pense que les plus belles avancées qu'on puisse faire, c'est nos propres prises de conscience. Parfois, tu vois, on va lire un livre, ça va pas résonner, puis on va le relire 3 ans plus tard, et là, tu vas dire, ouf, ok, je suis prête à le recevoir. Et donc, c'est ce Mhm. cheminement entre les deux. S'il n'y avait pas eu le cheminement entre les deux, on ne serait pas prête ou prêt à recevoir ces enseignements. Donc, il faut vraiment aimer le voyage. Et le livre que je suis en train d'écrire, d'ailleurs, s'appelle L'Odyssée de l'âme. Parce que pour moi,
La vie, c'est J'adore. un grand voyage et on part d'île en île. Parfois, on va rencontrer des périples, parfois, on va rencontrer des paradis. Et comment est-ce qu'on navigue en fait entre les deux? Et je pense que la plus grande force, c'est pas d'éradiquer la souffrance ou les moments pénibles, parce qu'il y en aura toujours. C'est plus de savoir coopérer avec, de savoir les naviguer, de savoir les recevoir tout en continuant à s'aimer, à se faire confiance. Et donc, effectivement, des petits miracles, bien sûr, tout peut être un petit miracle, mais je pense que c'est notre propre expérience qui compte le plus. Maintenant, on va aller activer ça par des outils, par des personnes, par des guides, par des thérapeutes, pour aller provoquer cette prise de conscience à l'intérieur de nous. En fait, c'est ça, on essaie de créer ces déclics euh, au travers de ce qui nous parle. Hein. Pour certains, ça va être le yoga, le sound healing. Parfois, c'est juste le dessin ou parler à une amie ou aller faire du vélo. Peu importe. Trouvons nos outils, nos sources de déclenchement de prise de conscience et continuons avec ça, en fait. C'est très juste ce que tu dis et je pense qu'il y a un autre point vraiment à conscientiser, c'est que c'est pas parce qu'on va dans le spirituel qu'on ne vit plus de moments négatifs et qu'on ne fait plus face à nos ombres. Au Pas du contraire. tout. Pas du tout. Et c'est très important de toujours les vivre et les accueillir justement ces moments. Et si on s'incarne sur cette terre, c'est que on a besoin d'évoluer et on ne peut pas évoluer si on ne va pas faire face à nos peurs et à nos ombres. Mhm, bien sûr. Et tu vois, je pense que je lisais un livre sur Marie-Madeleine et sa relation avec Jésus. Et alors, à voir si c'est vrai ou pas, mais elle confiait que bien souvent, Jésus avait des doutes. Jésus avait même des peurs. Et là, je cherche pas à être dans la religion. Moi, j'aime tous les maîtres ascensionnés, tous les guides, le Bouddha, Jésus, peu importe. Euh, Néanmoins, il avait lui aussi des doutes alors qu'il était très, très éveillé et très puissant. Donc, euh, on ne cherche pas à éradiquer la peur, le doute, l'insécurité. Le stress, oui, toutes ces choses qui baissent notre vibration, euh, on cherche plus vraiment à coopérer avec, à comprendre, à savoir quel est le message en fait derrière ce stress. Il y a un truc qui est encore une fois désaxé. Où est mon authenticité, où est mon besoin? Et moi, je me rends compte que quand le stress commence à monter, déjà, et je le somatise, hein, ça vient dans le corps, des tensions dans les trapèzes, des douleurs Mm. à l'estomac. Là, je dis, OK, Léa, qu'est-ce qui se passe? OK, j'ai tendance à faire ci, ça, c'est malsain. Et puis, je vais revenir à ce qui m'aide. Donc, mes outils, ça va être de lire un livre spirituel. Parce que je suis comme ça, donc ça va me parler. Je vais lire une phrase et je vais me Bien rappeler qui sûr. je suis. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi aujourd'hui. C'est que, en étant jeune et fille unique et très spirituelle et un peu différente, en fait, je trouvais des ressources dans des livres, dans des écrits, dans des citations. Je passais beaucoup de temps à lire des citations et parfois une seule citation me permettait de me rappeler qui j'étais. Et donc, dans ces moments de stress, c'est plus, ah, j'ai oublié qui je suis en fait. Qui est-ce qui va me rappeler qui je suis? Est-ce que c'est un gourou, c'est un mentor, c'est un mantra, c'est une vidéo, c'est une musique? Et là, boum, ce déclic, ah ouais, j'ai juste oublié qui j'étais. Maintenant, je vais agir en conséquence. Mm. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent de comment trouver un guide spirituel? Comment Hmm. faire le discernement entre, on va dire, un charlatan et quelqu'un qui veut vraiment du bien? Ouais, je pense qu'il faut trouver des guides qui nous inspirent dans le sens où moi, je travaille seulement avec des personnes qui sont là où j'ai envie d'être, déjà. C'est-à-dire Mm. spirituellement ou dans leur vie, etc. Ensuite, faire confiance à qui la vie nous envoie. Quand je dis toujours, lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Demandez votre maître, demandez votre mentor et vous allez voir que la personne va apparaître. Maintenant, bien sûr, discernement. Je ne suis pas pour regarder les diplômes, etc., mais regardez comment la personne, elle s'est formée. Quelle est son histoire? Écoutez ses podcasts, écoutez sa vie, qu'est-ce qu'elle a traversé en fait. Les diplômes, ça ne suffit pas. Est-ce qu'elle met en application? Est-ce qu'elle est fidèle aux origines de ses pratiques? Est-ce qu'elle est dans son intégrité? Et puis, tu vas le ressentir tout de suite. Je sais que nous deux, on a aussi bien connecté parce que tout de suite, on a senti cette intégrité qui est pour moi l'une des valeurs fondamentales. Donc, regardez un petit peu le background de la personne, sa biographie, aller regarder ce qu'elle a fait auparavant et écouter son intuition. Et si on se trompe, parfois, de mentor, c'est peut-être nécessaire pour nous mener vers la bonne personne. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'erreur ou d'échec à faire, mais plus
voilà, avoir ce Mmh. discernement. Est-ce que la personne, elle est là où j'ai envie d'être? Est-ce que la personne, elle m'inspire vraiment? Est-ce que je sens qu'elle applique ses outils à sa vie? Encore une fois, ça ne suffit pas de mettre un turban sur sa tête et de prétendre savoir manier certains outils, puis de ne pas les appliquer au quotidien. Est-ce que la personne a des résultats aussi? Parce que pareil, plein de grandes personnes très influentes qui te disent comment t'aimer toi-même, comment être en équilibre, et puis les résultats ne sont pas là. Dans sa vie, il y a quelque chose qui cloche, même si on n'est pas parfait et que rien n'est jamais figé. Est-ce que la personne vit vraiment les résultats, la transformation qu'elle te propose? Est-ce qu'elle applique ses enseignements à son quotidien? Est-ce que la personne, elle incarne vraiment qui elle dit qu'elle est et ce qu'elle veut t'enseigner? En tout cas, moi, c'est important. Je ne transmets rien que je n'ai pas pleinement intégré ou compris. Et toi, je sais que c'est pareil. Et tu es honnête de dire, bah, il y a ces choses-là, je ne les maîtrise pas encore. Et moi, c'est pareil. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mmh. Et je n'ai pas envie de les enseigner, en fait. Ça ne fait pas de sens pour moi. Je préfère vraiment creuser dans ce qui me plaît et d'aller en profondeur et d'être quelqu'un de fiable, en fait, quelqu'un de confiance. Ça te parle, ça, Absolument. ces petits outils? Ouais, être en cohérence, Ouais. en fait, être authentique. Mm. Mmh. Et justement, est-ce que tu peux nous partager, qu'est-ce que tu fais au quotidien avec tes élèves? Peut-être comment on peut travailler avec toi s'il y a des gens qui, voilà, qui adorent, ta voix, ta vibration? Avec plaisir. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a la pleine conscience que j'enseigne. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Inward, qu'on peut faire de manière autonome. C'est sur 4 semaines. Et avec ça, j'ajoute des Power Presents. C'est des séances live. En fait, on va pratiquer ensemble parce que je me suis rendu compte que c'est une pratique qui doit être cultivée et nourrie. Et c'est important de connecter avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Et cette nuit, j'ai aussi reçu que j'allais euh, enseigner aux prochains instructeurs de pleine conscience. Et tu vois, je pourrais me dire que là, je suis capable de le faire, mais je veux aller d'abord en Thaïlande, rencontrer mes mentors, que eux me forment et prendre mon temps. Si ça doit prendre Mmh. 5 ans, ben, ça prendra 5 ans. Je ne me permettrai pas de le faire sans leur accord ou sans une validation intérieure. Donc, il y a l'aspect pleine conscience, méditation, bouddhisme. Et puis, il y a l'aspect vraiment accompagnement individuel où j'ai un programme sur 6 mois qui s'appelle The Brave Life et que je guide depuis 4 ans maintenant et qui est à la fois individuel, à la fois collectif avec plein de choses sur lesquelles on travaille, l'enfant intérieur, le travail de l'ombre, la mission de vie, la créativité, la manifestation, l'intuition, etc. Euh, et puis, dernière chose, il y a des séances individuelles avec moi de Reiki, par exemple, ou de breathwork. Mais là, je vais prendre une petite pause parce que je vais partir en voyage et me concentrer sur certains aspects. Mais voilà, en gros, il y a 3 options différentes pour travailler avec moi et je suis ouverte à la création de tout et de n'importe quoi tant que c'est dans mon champ d'expertise et dans mon intégrité. Absolument. D'ailleurs, je mettrai, dans les notes de l'épisode, les liens pour que les personnes puissent te Merci, retrouver. c'est Et gentil. puis aussi, on travaille ensemble pour, The Et Brave oui, Life. Je fais consultation des nœuds nord et nœuds sud parce ouais. que ça s'implémente parfaitement avec le travail que tu proposes. Et c'est vraiment super d'avoir ces deux, voilà, cette expertise qui vient s'ajouter à ce que tu proposes. Ouais, c'est un outil qui m'a beaucoup plu et quand tu t'es lancé, toi, dans l'astro, ça m'a paru comme une évidence de faire appel à toi pour accompagner les femmes que j'accompagne et les emmener encore plus loin avec des outils que moi-même, encore une fois, j'ai utilisés en étant plus jeune et au début de mon éveil. Et donc, voilà, je rassemble ce qui m'a aidé et la vie m'a déjà envoyé les personnes qui sont aptes à contribuer à ce que je fais. Donc il n'y a même pas d'effort à faire, il faut juste demander et se dire que je suis prête, je déclare, hop, et les choses sont toujours là, les ressources sont là. C'est super fluide, ouais. Ouais. J'aimerais juste te poser une dernière question peut-être avant de terminer cet épisode. Heu, Qu'est-ce qui te donne de la joie au quotidien? Hmm. J'aime mon moment le matin. C'est mon moment très précieux où je vais me faire mon café, je vais écrire dans mon journal et je vais me tirer quelques cartes. Euh, J'aime aussi être en voyage. J'aime être en transit, j'aime être à l'aéroport dans ma salle d'embarquement avec mon sac à dos et de savoir que je vais aller vers une nouvelle aventure, vers l'inédit, vers l'inconnu. C'est important pour moi d'expérimenter plein de choses
d'expérimenter, ouais, c'est ça, l'inédit, l'improbable, comme je disais. Et donc, ces Mmh. moments-là de transition entre qui j'étais et qui je deviens, c'est des grands, grands, grands moments de joie. Euh, Après une séance, après un soin, après un podcast ou après avoir exprimé qui je suis, je me sens bien, je sens mon cœur qui est bien activé. Et bien sûr, des moments simples comme j'ai pas d'animaux, mais je regarde beaucoup de vidéos d'animaux en attendant d'avoir mes animaux. Mais j'ai une grande connexion aux animaux. Je vais d'ailleurs en Thaïlande dans des refuges pour éléphants. Quand je voyage, je vais dans des refuges pour chiens abandonnés. Et donc, ça me procure à la fois beaucoup de peine et à la fois une joie immense que de connecter à leur sagesse, à leur présence, à leur amour inconditionnel. Mmh. Voilà. Donc, Magnifique. plein d'autres choses, hein, bien sûr, les couchers de soleil. Mais s'il y a des choses Mmh. assez plus particulières qui nous ressemblent, ce serait ces choses-là. Ouais, et justement, je pense que plus tu connectes à ton cœur et à ta respiration et au moment présent, plus tu peux savoir pour toi qu'est-ce qui te procure vraiment de la joie Mhm. profonde et qu'est-ce qui est juste de l'ego peut-être ou du mental. Bien sûr, et bien souvent, on ne ressent pas la joie ni l'abondance parce que au moment où elle est là, on est absent, on n'est pas en présence. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de l'argent. Ah, on veut gagner 10 000, 100 000, etc. Mais quand on reçoit 100 euros ici et là, on ne prend pas le temps de remercier. Donc, quand on a les 10 000, on n'a rien remercié et on a l'impression que ce n'est pas là. Il faut être présent avec chaque étape du processus. Pour la gratitude, une fois, il y a une de mes étudiantes qui me disait, est-ce que je dois exprimer ma gratitude le matin, faire une liste, etc. Je lui dis, dès que tu as envie de dire merci, dis merci. Si quelqu'un a fait quelque chose pour toi au cours de la journée, tu n'as pas besoin d'aller faire une liste de gratitude. Dans le moment, tu remercies. Et tu peux juste fermer tes yeux ou remercier dans ton cœur. Euh, et voilà, et le faire au fur et à mesure de la journée et accumuler ces moments de présence à ces opportunités d'être en joie parce que le bonheur, c'est une émotion, la tristesse, c'est une émotion et tout est impermanent. Et quand le bonheur te rend visite, si tu n'es pas en présence de ce bonheur, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Et on a plus l'habitude d'être en présence des choses qui nous chagrinent que des choses qui nous font du bien. Et l'une de mes valeurs, c'est aussi la fierté, pas dans le sens être arrogante, mais d'être fière de ce que je fais, d'être fière de moi et de prendre ce moment, tu vois, après ce podcast, de me regarder dans le miroir et de me remercier, de me dire c'est bien Léa, c'est bien ce que tu as fait, je suis fière de toi. Et, et on a plein Mmh. d'opportunités au cours de la journée de remercier, d'être fière, de ressentir le bonheur, de ressentir la joie, la créativité. Mais quand on n'est pas en présence de nous-mêmes, on ne peut pas ressentir tout ça. D'où C'est beau ce que l'importance tu dis. de vraiment cultiver cette présence, mais ça veut dire d'être présent aussi avec les peines, du coup. Hein, Oui, c'est à double tranchant, mais comme tu disais tout à l'heure, si on veut aller voir la lumière, il faut traverser l'ombre. C'est la forêt en feu, Ananda, comme on dit dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Il faut traverser la forêt en feu, en fait. Mais derrière, il y a la absolument. lumière et elle est toujours là. Et plus on apprend à la traverser, plus on est équipé pour la traverser. Et là, on est dans sa force. Il faut avoir le courage et c'est justement ce que tu enseignes dans The Brave Life, Oui, c'est ça. le Le courage courage. de son cœur. Tout à fait. Le courage, pour moi, c'est l'enfant du cœur. C'est le fils du cœur. Et puis la compassion, c'est la fille du cœur. Si le cœur devait avoir des enfants, il en a plusieurs, hein, bien sûr, mais le courage et la compassion sont des jumeaux pour moi. Ouais. Pour moi, le courage, ça fait vraiment très lion et compassion, bah, je pense à mon archétype solaire, donc le poisson. Le poisson. Donc Ouais, c'est assez amusant. tout à fait. Bon, bah écoute, Léa, merci beaucoup. C'était un Merci. bonheur de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci à Mm. toutes les personnes qui nous écoutent, qui font confiance à Bérénice. Merci à Maison 8 d'exister, qui va faire de belles choses. Et puis voilà, merci à tous de s'ouvrir à ce chemin, en fait, ce chemin de notre grandeur d'être intérieure.